Il y a eu Los Angeles en 1984, Barcelone en 1992, Sydney en 2000, Londres en 2012 ou Tokyo en 2021 et bien sûr il y aura Paris en 2024. À chaque Olympiade ou presque, le basket français et francophone a connu son lot d'histoires exceptionnelles, qu'il s'agisse de succès inattendus, de déceptions profondes ou simplement de destins qui s'accomplissent. Avec Basket Rétro, nous racontons depuis plus de 10 ans les plus belles heures de l'histoire du basketball en compagnie de notre équipe de passionnés. À l'occasion de ces Jeux Olympiques, nous vous proposons une série d'interviews avec des figures majeures du basket qui ont marqué à leur manière l'histoire des Jeux. Je suis Winston, je serai accompagné de Franck Cambu et nous vous souhaitons la bienvenue à Parole Olympique. Pour ce troisième épisode de Parole Olympique, nous allons survoler 24 ans de Jeux Olympiques, soit 6 Olympiades différentes, de Barcelone 1992 à Rio 2016, avec une légende que vous connaissez tous, Monsieur Georges Eddy. Georges nous a fait l'immense plaisir de se rendre disponible pour enregistrer notre podcast et revenir avec nous sur sa très longue expérience des JO. Bien sûr, en 24 ans, Georges a pu voir l'évolution du basket en tant que sport olympique, de la Dream Team à l'internationalisation de ce sport, en passant par les succès et les déceptions des équipes de France, féminines comme masculines d'ailleurs. C'est donc un programme très chargé, accompagné d'un invité de marque qui se présente devant nous pour Parole Olympique. Bonjour à tous, bonjour Franck, comment ça va ? Salut Winston, ça va super aujourd'hui, encore ravi d'être avec toi et avec notre invité du jour qui est connu par tout le monde. Effectivement, à partir du moment où on a regardé un match de basket une fois dans sa vie, on ne peut que connaître notre invité du jour. Ouais, là en termes de notoriété, on passe encore un cap, c'est encore une personne qu'on a coché immédiatement quand on a lancé notre idée d'invité de Parole Olympique sur la table. On est extrêmement ravis, je ne peux pas le dire autrement, une nouvelle fois, d'accueillir Monsieur Georges Eddy. Bonjour Georges, comment ça va ? Très bien, bonjour, tout le plaisir est pour moi. Non, c'est vraiment pour nous Georges, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous. On va commencer un peu comme d'habitude. Franck, l'encyclopédie vivante. Est-ce que tu peux nous faire, et là le défi monte encore d'un cran, est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective extrêmement rapide de la carrière de Georges Eddy qui est passé par différents chemins que je te laisse résumer. Tout à fait, alors le défi est de taille parce que le parcours est quand même extraordinaire. Donc Georges Eddy est né et a grandi aux États-Unis. Donc il a grandi notamment en Floride où il a rejoint l'université des Gators de Florida, hein, où est passé Joachim Noah. Et d'ailleurs peut-être qu'il nous dira un petit mot sur Joachim Noah qu'il a eu l'occasion de croiser lors de JO à Atlanta en 96, si je ne m'abuse, qui était tout jeune à l'époque. Georges ensuite a bifurqué en France parce qu'il est né de parents français. Donc justement, il a cette double culture, cette double nationalité, et il a évolué à partir de 1977 sur les parquets français entre l'Alsace de Bagnolet, Chalon-sur-Marne, Caen, Nice, Saint-Julien-les-Villas, mais aussi le Racing Club de France où il a été joueur et aussi entraîneur, et l'un des plus jeunes entraîneurs français, enfin en France d'ailleurs. Il a été 2 fois meilleur marqueur de deuxième division. La ligne à 3 points, ça a été une véritable révélation puisque ça lui a permis d'affoler les compteurs de points avec l'arrivée de la ligne à 3 points en 84. Mais surtout, on le connaît au-delà de ses qualités de joueur et d'entraîneur, surtout pour être la voix du basket, qui à partir de 1985 a popularisé la NBA en France lors des diffusions de matchs sur Canal+. Mais c'est surtout parce que ses commentaires sont toujours enthousiastes. Il a introduit des expressions qui sont désormais mémorables et réutilisées par tout le monde. On peut dire que Georges, tu es entré dans la culture populaire. Ensuite, au-delà donc des commentaires qui ont duré pendant un certain nombre d'années, et on y reviendra de suite après sur les Jeux Olympiques où tu as couvert 6 Jeux Olympiques entre 1992 et 2016. Ton actualité aujourd'hui, c'est Playground Time, une association justement autour des playgrounds dont on laissera dire quelques mots, et également, et je pense que c'est aussi important qu'on en parle, toute une sensibilisation aujourd'hui autour des problèmes cardiaques avec les autocollants Oser agir que tu diffuses et que l'on trouve désormais au pied des paniers de basket un petit peu partout en France. Georges, je vais te laisser peut-être compléter ou corriger s'il y a des erreurs et puis peut-être nous parler un peu de Playground Time et Oser agir. C'est très bien résumé et c'est vrai que depuis que j'ai eu des graves problèmes cardiaques, je suis très sensibilisé aux gestes qui sauvent et donc on a créé
ces autocollants pour coller un peu partout sur les terrains de sport ou ailleurs, pour donner une idée à quelqu'un qui est confronté à un drame cardiaque, comment agir, alerter, tenter de faire un massage cardiaque, même si vous ne savez pas le faire. Le pire massage cardiaque, c'est un qu'on n'essaie pas de le faire, qu'on n'ose pas faire. Donc, le message, c'est oser agir et ensuite, si possible, trouver un défibrillateur. Mais bon, un garçon de Chatou m'a sauvé la vie il y a un an en me faisant 14 minutes de massage cardiaque sur un playground où j'étais en train de jouer avec des jeunes le 4 juillet avec un soleil un peu trop chaud. Et mon cœur a lâché. J'ai été en arrêt cardiaque pendant 4 minutes. Et c'est grâce à son massage cardiaque et l'intervention au téléphone du SAMU en attendant l'arrivée des pompiers que je suis là avec vous aujourd'hui. Sinon, je ne serais plus là du tout. Donc, j'essaie d'œuvrer avec Playground Time pour faire construire et faire rénover des playgrounds partout en France de basket. Mais on a ajouté un peu un volet, les gestes qui sauvent, parce que c'est la cause de mortalité numéro un en France. Et si on pouvait au moins diffuser davantage d'informations, notamment aux jeunes et aux jeunes sportifs, comment faire un massage cardiaque, c'est pas difficile à comprendre et à faire. On pourrait sauver des dizaines de milliers de vies de plus en France tous les ans. Donc voilà mes activités actuellement. Parfait. Et on voulait aussi parler, Georges, d'un documentaire qui a été diffusé sur Canal+ l'année dernière, si je ne me trompe pas, Mister George, qui était une sorte de rétrospective de ta carrière et de tout ce que tu as pu apporter au basket. C'était un grand moment, ça aussi? Bah, c'est un grand honneur de savoir que Clément Repelin, un jeune collègue que j'ai vu grimper dans les échelons de Canal pendant des années, que lui, il voulait prendre autant de temps à consacrer à un documentaire sur ma carrière. Donc, c'était un honneur d'abord. Après, quand j'ai vu le produit final, j'ai été particulièrement touché parce que là aussi, ça résumait très bien ma carrière, ma famille aux États-Unis, ma mère française, ma carrière de joueur, de commentateur. Maintenant, près de la retraite, je me lance dans d'autres activités pour rester occupé. Et tout ça a été très, très bien décrit dans le documentaire et c'est encore disponible sur my canal. À mon avis, ça va être disponible pendant 40 ans. Donc, c'est un peu comme quand on écrit un livre, c'est quelque chose qui reste et c'est bien. Et il faut que ça reste, on est d'accord. Georges, on va donc commencer nos paroles olympiques. Je dis paroles olympiques au pluriel, puisque effectivement, tu as eu la chance de commenter plusieurs Jeux olympiques différents, de l'inoubliable Barcelone en 1992 jusqu'aux Jeux de Rio en 2016. Est-ce que tu peux nous parler, sans forcément revenir sur chaque édition, mais de la manière dont tu as abordé ces différents tournois au fil de ton expérience? Bah, c'est vrai que comme c'est tous les 4 ans, c'était différent à chaque fois. Au début, en 92, Canal était à peine en train de gagner de l'argent et de réussir son pari. Et on lance ce pari fou de couvrir 24 heures sur 24 les Jeux olympiques à Barcelone avec une Dream Team de consultants. Tout ça, c'était né dans la tête de Charles Bietri, notre patron. Et donc, quand on est allé à Barcelone, tout était à découvrir. C'était incroyablement fatigant, mais incroyablement satisfaisant. Et avant cela, on s'est préparé en faisant les Goodwill Games à Seattle en 90. C'était une sorte de préparation pour les Jeux de Barcelone et on a bien fait de le faire parce que on a appris plein de choses. Et par contre, j'aurais dû apprendre à mieux gérer ma santé parce que, en fait, Bietri, il était tellement perfectionniste. Il voulait qu'on reste dans la salle de 8 heures du matin à 22 heures le soir. Après, il fallait rentrer à l'appartement où on était hébergé avec Eric Bernard. Et moi, je faisais les allers-retours en mobilette et c'était
au moins une vingtaine de kilomètres pour l'aller et le retour. Donc, après quelques jours, dans la clim de la salle à Badalone, où il faisait 15 degrés et dehors, il faisait 35, j'ai rapidement attrapé une extinction de voix qu'on a traitée avec le cortisone. On a fini totalement sur les rotules parce qu'en fait, on était trop dans la salle. Il aurait fallu avoir un peu plus de repos, de break. Et par la suite, c'est ce que nous avons fait. On a compris de nos erreurs et on a mieux géré la fatigue. Mais bon, on était tellement investis à l'image de billetterie, de tous les autres consultants avec Michel Platini et toutes les plus grandes stars, Yannick Noah, Patrick Bruel. C'était une sorte de panthéon des personnalités de l'époque. Et donc, après, on avait la Dream Team de 92, on est bien tombé. On ne faisait pas beaucoup de directs à l'époque. On avait commencé à faire les finales NBA en direct en 91 avec les matchs diffusés des États-Unis. On se déplaçait pour aller commenter. Mais jusque-là, on avait surtout fait des matchs de NBA en différé d'une semaine. Donc, ce n'était pas du tout le même exercice, mais c'était une école fantastique pour apprendre sur le tas et ultra rapidement, ce qui nous a préparé pour la suite. Donc après, on va à Atlanta en 96. Bon, là, il y a l'histoire de l'attentat. Mais déjà, on est beaucoup plus, on va dire, rodé à l'exercice. Donc, on a mieux géré la fatigue. On a eu une magnifique Dream Team avec Olajuwon rajouté à Team USA, une équipe serbe autour de la génération Divac, absolument extraordinaire, dans la grande Georgia Dome. Donc, il y avait entre 20 et 30 000 spectateurs par match. Donc, c'était, on va dire, Barcelone puissance 10, quoi, avec encore plus de monde dans la salle, mais surtout plus d'expérience de notre part pour gérer un tel événement. Après, on enchaîne à devenir Sydney. Je découvre l'Australie. C'est absolument incroyable de la culture australienne, la ville de Sydney. Alors là, on avait presque 1 heure et demie de voyage entre l'hôtel et la salle. Donc, on est à nouveau dans une situation où on reste presque toute la journée dans la salle. On rentrait à 1 heure du matin. Il n'y avait aucun endroit pour manger. J'ai perdu 5 kilos pendant le... et c'était une bonne chose parce que j'étais un peu gros. Et donc, finalement, j'ai perdu les 5 kilos et après, j'ai décidé que j'allais rester à mon poids de forme de Sydney. Et c'était bien pour ma santé personnelle. Bon, là, on a vécu la finale de la France contre toute attente, contre Team USA, une médaille d'argent totalement inattendue, surtout que les Français ont plutôt pas très bien joué la première semaine. Ils ont dû arracher une victoire difficile grâce à Antoine Rigaudot contre la Chine, déjà pour se qualifier pour la deuxième semaine. Après, on a le coup de chance qu'au lieu de rencontrer la Serbie, on rencontre le Canada en quart de finale. Après, on bat l'Australie chez eux en demi-finale. Donc, un enchaînement d'événements totalement inouïs, inattendus, mais super bien gérés par les joueurs de l'équipe de France de l'époque, avec Laurent Ciara en tête et tous les autres. Donc là, on met la barre encore plus haut parce que l'équipe de France fait un exploit, parce que l'équipe de France n'y était même pas au jeu de 92 et de 96. C'était le retour au jeu en 2000. Donc, ça change tout quand vous avez l'équipe de France qui marche pendant un tournoi avec une importance mondiale. Ça fait jaillir la lumière sur l'équipe de France, sur le basket, sur nos commentaires. Donc, là, à la limite, on pourrait dire que chaque Jeux olympiques, c'était un nouveau défi et on mettait la barre plus haute et il y avait des choses qui se passaient qui étaient tout à fait frais ou fraîches et ça rendait l'expérience unique à chaque fois, si vous voulez. Après, on enchaîne en 2004 à Athènes. J'ai adoré les Jeux d'Athènes parce qu'on était hébergé dans le centre d'Athènes
Donc, c'était vivre dans le centre d'Athènes. Alors là, on mangeait des sandwichs grecs à 2 heures du matin en rentrant de la salle, qui était très bonne en plus. Et on vivait la vie dans le centre d'Athènes qui était très animé et génial. Et après, on est allé à la salle. La première semaine, la salle était en bord de mer. Et donc, si on avait un match que nous commentions pas, on allait se baigner dans la mer et revenir pour commenter le match d'après. Alors là, c'était absolument génial de pouvoir se détendre en se baignant dans la mer qui était juste en face de la salle la première semaine. La deuxième semaine, on passe à la grande salle plus au nord de la ville pour tous les matchs couperés. Donc là, dans une salle avec presque 20 000 personnes. Bon, il n'y avait pas l'équipe de France. On sait, après le dramatique non-qualification du championnat d'Europe en Suède que j'avais commenté, que j'ai pleuré de voir l'équipe de France rater de si peu et pour des raisons vraiment bêtes d'ego entre des joueurs. Donc, on n'a pas l'équipe de France, donc ça, c'est moins bien. Mais la compétition a été incroyable parce que l'équipe de France, l'équipe américaine, tout le monde les attend genre le Dream Team, comme à Sydney, comme à Barcelone, a dominé, a gagné la médaille d'or. Et en fait, le mariage entre Larry Brown et les joueurs américains, plutôt les jeunes, ne s'est jamais réalisé. Et donc, finalement, on se retrouve avec Argentine-Italie en finale contre toute attente. Donc, c'était complètement nouveau, complètement inattendu. Et puis, j'avais une clash avec Larry Brown pendant les conférences de presse, par rapport à Jaskevicius notamment. Donc, ça, c'était énorme. J'avais des journalistes américains qui voulaient me casser la gueule parce que j'osais poser des questions qui fâchent à Monsieur Larry Brown, qui, à mon avis, était en train de se faire out-coacher par tous les autres coachs du tournoi. Donc, il méritait de prendre quelques critiques sur la tranche. Après 2008, on découvre Chine. La Chine fantastique. J'ai jamais été en Chine. On découvre la culture. C'est totalement différent de tout ce qu'on connaît dans l'Occident. Et là, on retrouve une Dream Team américaine, le Redeem Team, autour de Kobe Bryant, LeBron James, Dwayne Wade, tout ça. Et on voit la finale en 2008, c'est le plus beau match de basket de l'histoire de ce sport, où on a quand même une Dream Team autour de Pau Gasol et Ricky Rubio et Navarro espagnol, contre une Dream Team américaine, Redeem Team. Le match est à un niveau jamais vu, avec les deux équipes qui dépassent les 60 points à la mi-temps, malgré deux défenses de fer, mais les attaquants pètent des dunks dans tous les sens, Rudy Fernandez, tout ça, c'est serré jusqu'au bout. Donc là aussi, ça a rendu, même avec l'absence de l'équipe de France, c'était des jeux qui restent dans nos souvenirs pour toujours. Alors 2012, je fais les Jeux mais de Paris sur le plateau d'InfoSport Plus. Donc, je commente pas les matchs à Londres. On avait perdu les droits entre-temps. Et après, on retrouve les droits pour 2016 au Brésil, où je fais mes derniers Jeux olympiques sur place. J'avoue que c'est les Jeux que j'ai appréciés les moins. L'équipe de France se plante un peu. C'est la fin de la génération Tony Parker. On perd de 20 points contre l'éternels Espagnols en quart de finale. Donc, il y a un goût amer par rapport au tournoi de basket. Bon, les Américains assurent, ils ont une belle équipe, ils gagnent le titre, rien à dire. Par contre, on n'a pas vu Rio du tout parce qu'on était très éloigné du centre-ville. L'hôtel était construit pour les Jeux qui étaient dans une sorte de zone de no man's land où autour du complexe olympique, il n'y avait rien. On ne pouvait pas aller manger à côté. Il n'y avait rien. Donc, on mangeait dans une cantine pourrie organisée par l'organisation où on mange mal et on se nourrissait très mal. À l'hôtel, le petit-déj était dégueulasse. Non, mais honnêtement, en plus, on était dans l'hôtel était tout neuf, mais dans un ghetto
où on entendait des coups de feu tous les soirs. Donc, ça ne te donne pas envie d'aller te promener dans la rue. Et déjà, dans la rue, c'est le ghetto. Donc, il y avait rien à visiter, rien à voir. C'était hôtel, bus, la salle, bus, hôtel. Et faire des Jeux olympiques comme ça, où tu n'as même pas la chance d'apprécier la ville, c'est pas drôle. Même à Pékin, on a visité tout ce qui était intéressant à Pékin. Et en plus, c'est énorme Pékin. Donc, pour faire le moins de déplacement, c'est 2 heures, quoi. Mais on a fait tout ce qu'il fallait pour voir la ville interdite. On a vu tout ce qui était intéressant et surtout, on s'est baigné dans la culture chinoise pendant 2 semaines et c'était une découverte totale. Donc après, à Rio, on a l'impression d'être passé à côté d'une des plus belles villes et des plus belles plages du monde parce qu'on n'avait pas vraiment la possibilité d'y aller. Tous les transports étaient compliqués, il fallait des heures pour se déplacer entre les sites. Donc finalement, on était bloqué dans le complexe avec la salle de basket, hôtel, salle. Et donc là, ça rend les jeux un peu moins fun, quoi. Bon, c'était les derniers, mais j'avoue que je considère que j'ai eu une chance inouïe de pouvoir faire tous ces Jeux olympiques, c'est sûr. En tout cas, c'était passionnant de toute façon. Absolument passionnant. Est-ce que tu as pensé, par contre, Georges, en 92, que le basket olympique, spécifiquement, aurait l'importance qu'il a aujourd'hui? Oui, parce qu'on s'est rendu compte à quel point l'arrivée des joueurs NBA haussait l'intérêt du tournoi basket. Et on sentait que c'était un tournant pas seulement pour le tournoi olympique, mais pour le basket mondial. Parce qu'en fait, ça permettait à tous les autres baskets de se confronter aux joueurs le plus fort du moment de la NBA. Donc, ça faisait progresser tous les autres pays rapidement. Et c'était un peu le but de la FIBA quand ils ont décidé de changer les règles. Et c'était une idée brillante parce qu'en fait, ça a exporté la NBA partout dans le monde et ça a permis à tous les autres pays de se confronter aux meilleurs, donc de s'améliorer au niveau de l'équipe nationale, mais même au niveau des clubs. Après, il y a aussi le fait que la communication mondiale allait progresser très vite, les satellites, Internet. Donc, en fait, toutes les informations circulent beaucoup plus facilement. Et cela permet aussi à tous les coachs du monde de connaître les méthodes des meilleurs coachs ailleurs, les exercices, les entraînements, le travail physique, médical. Donc, tout ça a commencé avec le Dream Team et la brillante décision de Stankovic et David Stern de tenter le pari. Et on a vu à Barcelone que c'était l'événement numéro 1 des Jeux de Barcelone. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a eu d'autres belles choses, Marie-Jo Pérec et des choses comme ça. Mais honnêtement, tout le monde parlait de la Dream Team, des stars NBA qui se promenaient sur les Ramblas le soir pour rencontrer les fans et le public dans la rue. Pas tout le monde. Jordan ne sortait pas de l'hôtel, mais Barclay, Stockton, des joueurs comme ça. Eux, ils sont comme moi, ils ne veulent pas aller dans une ville pour ne pas le découvrir. Il fallait sortir, visiter et apprécier une des plus belles villes du monde. Donc, oui, on s'est rendu compte déjà sur place que c'était un tournant dans l'histoire du basket tout court, le basket NBA, le basket international, et ça s'est avéré être le cas parce qu'en 96, il y a encore une domination quasi totale de Team USA, mais même en finale, le premier mi-temps, la Serbie tient le coup en premier mi-temps. Après, il craque en deuxième. Mais bon, quand vous avez David Robinson, Olajuwon, Shaquille O'Neal et tout ça, là, c'était peut-être plus fort que la première Dream Team en réalité, quand on voit le niveau des pivots et les niveaux des joueurs américains. Mais bon, après, à partir de 2000, alors là, ils ont failli perdre contre les Lituanie et le rapport de force a totalement changé pour arriver en 2004 au désastre Larry Brown et le médaille de bronze qui déçoit tous les États-Unis.
Justement, on se souvient en 92 pour revenir, sur, cette olympiade, enfin ces jeux olympiques où la Dream Team était présente, que Arturas Karnišovas notamment était, au bout du banc avec un appareil photo jetable en train de prendre des photos, des joueurs NBA et quelques années plus tard, cette, admiration des adversaires avait disparu et les autres nations avaient les crocs. Est-ce qu'on peut considérer du coup que 92 ça a été donc effectivement un véritable virage qui a permis à différentes nations de s'inspirer et d'évoluer pour arriver au niveau finalement des meilleurs et donc notamment de ce qu'était le basket américain à l'époque. C'est exactement ça. Et comme disait souvent Tony Parker, Dirk Nowitzki et Pau Gasol, c'est le Dream Team de 92 qui a donné à ces joueurs-là, quand ils étaient très jeunes, l'ambition d'aller jouer dans la NBA plutôt que de jouer en Europe et en Euroleague. Ils se sont dit, regardez, tous ces pays arrivent à jouer contre la Dream Team, donc pourquoi pas moi aller aux États-Unis et confronter les meilleurs joueurs dans la NBA. Donc, en fait, ça a ouvert toutes les portes, que ce soit au niveau technique, tactique, surtout le niveau communication, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, parce que moi, j'arrive en France en 77, où les informations ne circulaient pas. On avait le Herald Tribune, c'était le seul moyen d'avoir les résultats des matchs NBA 48 heures plus tard. Vous vous rendez compte, les matchs qu'on commentait sur Canal en 85, ils avaient 2 semaines de retard. On recevait les bandes par avion. Donc, on était dans l'âge de pierre de la communication. Donc, le fait, déjà, bon, on dit que le Dream Team arrive en plus en surfant sur l'après Magic contre Bird, qui a relancé la NBA après des années 70 où il y avait beaucoup de problèmes et de difficultés. Après, Jordan enchaîne sur le duel Bird Magic. Et c'est juste à ce moment-là qu'il y a le Dream Team. Donc, on peut dire que c'est un peu un alignement des planètes. Toutes les campagnes Nike autour de Jordan qui sont diffusées partout dans le monde. Et le fait que la NBA est redevenu un produit attractif avec des gros contrats télé. À la fin des années 70, les finales NBA passaient en différé. Et la NBA n'était pas du tout populaire avec la grande population. Donc là, on arrive à un moment où les planètes sont alignées. Donc, phénomène Jordan, phénomène Nike, phénomène NBA. David Stern arrive en 84, la même année que Jordan, et il décide d'internationaliser la ligue. Ils vendent les droits en France, ils vendent les droits en Mexique, des matchs NBA, ils vendent les droits en Italie. Donc, en fait, il y a des hommes clés dans toutes ces histoires. Jordan, David Stern, Boris Stankovic, et après, le phénomène était lancé. Et alors justement, donc les États-Unis donc ont rythmé le tournoi olympique avec leur succès, la Dream Team, dont on vient longuement de parler, mais aussi avec leurs moments un peu plus faibles, et tu en as parlé tout à l'heure, notamment la période Larry Brown en 2004, où ils ont été notamment mis en difficulté et battus. Comment, en tant qu'observateur, tu as vécu ce déclin un petit peu, ou cette chute, même si elle n'est que temporaire, de l'Empire américain? Bah, c'est drôle parce que comme je suis américain, les gens pourraient imaginer que ça m'a déçu. Mais en réalité, je suis un pur produit du basket français. Quand j'ai été aux États-Unis, quand j'étais jeune, j'ai jamais trouvé ma place ni au lycée ni à l'université. J'ai dû venir en France à 20 ans et tout de suite, on me propose d'être le deuxième franco-américain qualifié pour jouer en première division en France. Et je ne savais même pas qu'il y avait du basket semi-professionnel en France. J'étais au courant de rien. Donc après, tout ce que j'ai vécu de positif dans ma vie et dans ma carrière autour du basket, ça s'est construit en France. Donc forcément pour moi, depuis 77, que ce soit dans mon entourage ou à la télévision ou dans les médias, parce que j'avais quand même des blogs sur NBA.com, sur FIBA.com. J'ai commencé à avoir une petite notoriété mondiale par rapport aux, on va dire, spécialistes du basket, quoi. Donc, en réalité, j'ai été ravi de voir les têtes des Américains un peu dégonflées.
Surtout quelqu'un comme Larry Brown, qui se considérait comme le pape des entraîneurs. Il avait la science infuse. Il était parfaitement symbolique de tout ce qui n'allait pas dans le basket américain. C'est-à-dire cette arrogance, cette suffisance, en pensant qu'il pourrait mettre une ribambelle de stars américaines ensemble pendant 2 semaines et c'était bon pour aller gagner la médaille d'or. Entre-temps, les autres, ils ont progressé. L'Argentine avec Scola et Ginobili, l'Italie, la Lituanie avec Jaskevicius. Donc voilà, il y a eu un changement total des rapports de force. Et donc ces équipes étaient du niveau de Team USA et même supérieur. Et donc, comme j'ai dit au début, ça a commencé avec la Dream Team de 92. Et là, on arrive à l'aboutissement du processus où les Américains se plantent. Bon, après, ils ont su réagir avec Mike Krzyzewski, même s'ils se plantent aussi à la Coupe du Monde en 2006. J'y étais au Japon, c'était une expérience exceptionnelle. Et voir le jeune LeBron James et compagnie se planter contre la Grèce, j'avoue que ça m'a fait plaisir aussi. Bon, j'adore les joueurs américains, j'adore la NBA, mais je ne suis pas du tout patriotique cocorico. Maintenant, je suis un peu plus cocorico pour l'équipe de France parce que ça fait des années que j'ai commenté les tricolores et j'ai vu grandir les joueurs. Donc, c'est un peu comme si c'était mes enfants, vous voyez. Mais bon, je suis à la limite beaucoup plus passionné par l'équipe de France que par l'équipe de Team USA. Et quand on voit le réservoir de talent des Américains, si c'était bien géré, normalement, ils ne devraient jamais perdre un match. Mais bon, avec Krzyzewski, ils ont retrouvé la niaque et le respect de l'adversaire qui a permis de créer la Redeem Team de 2008. Mais bon, il fallait peut-être passer par la déception de la Coupe du Monde de 2006 pour que tout le monde comprenne qu'il faut prendre les meilleurs et il faut que les meilleurs jouent ensemble en laissant de côté leur ego de superstar mondial et qu'ils fassent une véritable équipe de basket s'ils voulaient battre les meilleures nations de la planète. Et c'est ce que Krzyzewski, qui d'ailleurs, lui aussi était un peu arrogant au Japon en 2006, parce qu'il ne savait même pas le nom de certains adversaires qui étaient quand même des grandes stars. Mais lui, il a fait son mea culpa, il a fait son autocritique, et je peux te dire qu'à partir de 2008, il connaissait le nom de chaque adversaire qui était un peu talentueux. Hein. Là, c'était fini ces bêtises-là. Et la préparation et l'état d'esprit, surtout, un peu universitaire, que Krzyzewski a fait régner entre les stars de la NBA, a fait la différence et a donné cette possibilité de redevenir totalement concurrent en 2008, 2012, 2016 et même en 2021, même si ils ont battu la France difficilement en finale au Japon. Est-ce qu'on passe à l'équipe de France maintenant, Georges? On sait que vous avez pu voir évoluer énormément d'équipes des Bleus, filles comme garçons d'ailleurs. Il y a eu des médailles, il y a eu des déceptions. Quels sont tes souvenirs les plus marquants qui te viennent immédiatement en tête quand on parle de l'équipe de France aux Jeux Olympiques? Sydney en 2000. Alors, gagner la médaille d'argent contre toute attente comme les tricolores ont fait, est-ce que c'est pas le plus grand exploit dans l'histoire du basket français, tout simplement? Peut-être avec le titre de champion d'Europe en 2013 à Ljubljana. Je pense que c'est les deux. Mais, parce que, bon, je connaissais pas l'équipe de France de André Buffier dans les années 40-50. Donc, ils ont fait des bons résultats, mais il y avait quand même un peu moins de monde en face. Le basket n'était pas autant développé. Donc, faire ce qu'ils ont fait en 2000, surtout après avoir été médiocre la première semaine, c'était un exploit exceptionnel. En plus, j'étais assez proche de tous ces joueurs parce que moi, j'avais arrêté de jouer en 92 professionnellement. Et donc là c'était encore des joueurs que j'ai vus grandir, gagner des titres en junior, tout ce qui est Forest, Laurent Ciara, Gadou,
j'étais très proche de cette génération-là parce que j'étais joueur, coach et j'enchaîne comme commentateur, mais encore un peu joueur et encore un peu coach dans ma tête. Donc, Moussanko, j'ai joué contre lui sur les playgrounds à Paris, moi. C'est complètement fou. Avec Abdoulouad aussi et Macondi Amassi. Je jouais contre eux presque toutes les semaines de l'été sur les playgrounds à Porte d'Auteuil et à Bir Hakim à Paris. Parce que j'étais encore assez jeune et je pouvais encore tenir ma place, quoi. Et bon, 2000 restaurants, en plus Fred Weiss, ils sont tous devenus très amis, et ça reste le cas aujourd'hui. Et en plus, le dunk de Vince Carter sur Fred Weiss, qui reste peut-être l'action le plus vue au monde, et surtout commentée par moi. Il n'y en a pas d'autres qui ont été autant répandus dans les médias et sur les réseaux sociaux. Donc 2000 restera vraiment unique dans mes souvenirs, parce qu'après la grosse déception de ne pas y aller en 2004, le gros plantage au championnat d'Europe en Espagne, où j'ai mon petit clash avec Tony Parker sur notre antenne, parce que tout le monde était tellement déçu par le comportement dans les matchs de classement qui aurait pu nous envoyer aux Jeux Olympiques de Pékin, et on prend les matchs à la légère, on fout tout en l'air, et donc ça fait 2 Jeux Olympiques où l'équipe de France n'est pas présente. Et c'était très, très mauvais. Même si on avait la génération Parker, c'était quand même pas bon pour le basket français. Donc, on arrive à se requalifier en 2012, bravo. Mais Tony Parker est blessé à l'œil dans une bagarre dans une boîte de nuit. Et donc, il est diminué et il rate une partie de la préparation. Et Joachim Noah se blesse en playoff, et cet idiot de Tom Thibodeau le renvoie sur le terrain sur une jambe, ce qui fait qu'il se blesse tellement grièvement qu'il n'est pas capable de se rétablir pour les Jeux de Londres. Donc, il n'est pas là, et comme il a été très bon à Eurobasket en 2011, on est finaliste et il avait été super bon. Le fait de ne pas avoir Noah en 2012, ça nous a coûté très, très cher. Et on se plante encore face à l'Espagne. Et donc, Rubelot en 2016, on prend 20 points à cause des shoots à 3 points de Mirotic en quart de finale. Donc, très honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de satisfaction avec l'équipe de France après le médaille d'argent de 2000. Bon, après, je n'ai pas pu commenter les matchs, mais j'ai regardé chaque seconde de chaque match en 2021. Et là, on retrouve l'équipe de France en finale contre Team USA et pas loin de les battre. Et après les avoir battus au premier match du tournoi, bon, là, on retrouve l'équipe de France à un niveau fantastique qui couronne un peu l'ère Vincent Collet. Et là, c'est après Tony Parker, donc c'est plutôt l'équipe de Gobert, de Batum, de Fournier, et bravo à eux. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient aussi faire des grandes choses sans Tony Parker, et donc c'est génial. Mais disons qu'on a eu plus de satisfaction sur les Eurobasket et sur les Coupes du Monde avec l'équipe de France qu'aux Jeux Olympiques, en dehors de ce médaille d'argent en 2000 et en 2021. Et au niveau basket féminin, avec notamment la médaille d'argent des filles en 2012, est-ce que tu commentais les matchs Alors là j'ai analysé les matchs sur InfoSport Plus tous les jours. Donc, on faisait des grosses pages, notamment sur l'équipe de France féminine qui a fait un tournoi fantastique à l'image de Céline Dumerc. Mais je n'ai pas commenté le tournoi match par match parce qu'on avait perdu les droits en 2012. C'est beIN Sport qui avait récupéré le tournoi de basket. Ça me reste encore à travers la gorge, ça, parce qu'il aurait fallu au moins qu'on garde les sports collectifs sur notre antenne. Ça n'aurait pas coûté très cher, mais peu importe, c'est le passé. Mais bon, bravo aux joueuses. J'ai été très déçu en 2000 parce que je crois qu'on perd contre la Corée du Sud. C'est ça.
on avait une équipe pour aller loin, on était champion d'Europe. Donc là, c'était un gros plantage malheureux. Les Coréens du Sud étaient tellement à droite, on n'a pas su s'adapter pendant le jeu et on se plante lamentablement, malheureusement. Alors après, c'est vrai que 2012, c'était très marquant. Et après, il faudrait que je réfléchisse. Est-ce qu'il y a eu un autre résultat de l'équipe de France féminine? Non. En 2021, 2021, on est médaille de bronze. c'est ça, médaille de bronze. C'est ça. Mais on attendait mieux. Donc c'est un peu mitigé. Mais bon, il ne faut pas faire la fine bouche. Une médaille olympique, on voit que c'est très difficile à conquérir. Donc, chaque médaille que nous avons réussi à prendre, on va applaudir des deux mains. Avec ces 6 Jeux olympiques que tu as suivis de près, tu as pu voir évoluer des véritables légendes du jeu. Comme ça, on va citer Petrovic, Oscar Schmidt, Sabonis, par exemple, et plein d'autres. Si tu devais en retenir un joueur vraiment marquant que tu as pu voir évoluer. Oh, ça serait impossible parce que vous avez raison, la liste est longue et c'était justement le fait de pouvoir non seulement couvrir la Dream Team, mais aussi la Croatie, la Lituanie avec Sabonis. Euh, ça, c'est une anecdote que je raconte souvent à Barcelone en 92. Il y avait un truc génial, c'est qu'un des sponsors du tournoi olympique, c'était une marque de bière espagnole. Et ils mettaient un fût de bière dans la salle de presse et c'était gratuit. Et bon, il se trouvait que justement, certains commentateurs se trouvaient un peu pompettes pour commenter les matchs parce qu'ils s'envoyaient des bières de matin au soir, l'Estrella, ça s'appelait, du matin au soir. Et donc, pour les derniers matchs en fin de soirée, ils étaient bien gays. Hein? Bon, moi je n'abusais pas trop la bière. En plus, j'étais tellement crevé avec mon extinction de voix et j'ai été sous cortisone. Donc, je n'avais pas très envie de me saouler à la bière. Mais bon, grâce à ce fût de bière, après tous les matchs, il y avait des très grands joueurs qui se pointaient dans la salle de presse pour profiter de la bière gratuite. Et donc, ils s'envoyaient des bières et ils parlaient avec nous comme si on était des copains dans un bar. Et c'était notamment le cas pour les Croates, Kukoc, Raja et Vrankovic. Donc, après chaque match, on avait le droit d'aller boire une bière avec eux et de parler du match comme si on était des copains lambda, quoi. C'était absolument génial. Il y avait Petrovic, et puis bon, Oscar Schmidt. La grande majorité de ces stars étaient très contentes de se rafraîchir avec une bonne bière avant d'aller dehors où il faisait 35 degrés, vous voyez. Et ça donnait un piment exceptionnel à ce tournoi et les relations avec les joueurs qui n'étaient pas uniquement dans des conférences de presse très officielles où on est loin du coach et du joueur interviewé. Là c'était un peu la famille du basket qui se retrouve pour parler des matchs, pour parler de la Dream Team, etc. Bon, les Américains, ils ne venaient pas boire la bière, hein, mais c'est pas grave. On les voyait dans les confs de presse et dans la rue avec Barclay et George Stockton sur les Ramblas. Mais ce côté convivial rendait ces Jeux de Barcelone exceptionnels, en fait, à Badalone, dans la banlieue de Barcelone. Alors, après tous les autres grands joueurs, j'essaie de réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a eu comme expérience particulière? Il y a eu beaucoup de disponibilité de Kobe Bryant en 2008. LeBron James était plus jeune, donc il était moins sollicité. Donc, on a pu avoir des discussions vraiment sympas avec les joueurs de la Redeem Team. Et comme j'ai dit, Krzyzewski est devenu moins arrogant, donc il était plus abordable. Il répondait aux questions des journalistes étrangers avec beaucoup plus de respect que Larry Brown en 2004, où lui, il m'a envoyé bouler presque à chaque conférence de presse. Comment tu oses me poser une question pareille? Tu te prends pour qui à me poser les questions? Vous êtes qui? Vous travaillez pour quel organe de presse? C'était un discours comme ça.
Il m'a fait la même chose quand j'ai fait les finales NBA avec Détroit. Et Popovich me faisait un peu la même chose parce qu'ils étaient très copains. Donc, il me voyait arriver dans le coffre de presse avec les revolvers tirés comme ça. Celui-là, je vais pas la rater. Là. Et donc, bon, ça, c'était une petite anecdote. Et après, au niveau des joueurs, j'avais eu beaucoup de bonnes questions-réponses à Rio aussi avec Scariolo, je crois. Alors lui, c'est le contraire. Il me voyait poser une question et il se disait, ah, ça va être intéressant. Ça fait plaisir. Tu poses une question et tu vois dans les yeux du coach, il a envie de répondre parce que tu vas le défier sur un plan technique ou tactique. Donc ça c'était un vrai plaisir. Aussi, en 2004, on avait une bonne disponibilité aussi, parce qu'en plus, c'était Italie, Argentine en finale. Ils étaient tellement contents d'être en finale qu'ils étaient prêts à parler à tout le monde pendant des heures parce qu'ils racontaient l'expérience le plus sympathique de leur carrière, quoi. Et ça, c'était très, très sympa. Mais c'était pas uniquement avec les Américains. Pour moi, j'étais presque plus connu pour les sélectionneurs étrangers et les joueurs étrangers que pour le Team USA. Donc, j'ai trouvé autant de plaisir à côtoyer les stars en dehors de Team USA, si tu veux. Et pour finir un peu ce podcast, Georges, tu as vécu donc les Jeux Olympiques de l'intérieur. Est-ce que tu as des souvenirs d'autres sports que le basket, des choses que tu as pu vivre de l'intérieur qui t'ont marqué en tant qu'observateur des Jeux Olympiques, mais pour d'autres sports que le basket? Ah, complètement. Notamment à Sydney. Alors, c'est parce que souvent, ça dépend de la configuration du complexe olympique. Par exemple, à Athènes en 2004, on est au bord de mer, mais il n'y a pas d'autres sports olympiques près de nous. Donc, c'était difficile d'aller voir d'autres sports. Par contre, j'ai vu des finales d'athlétisme en 2004, le relais américain notamment. Alors là, c'était fabuleux. Parce qu'en tant que journaliste accrédité, on pouvait solliciter des billets pour aller voir d'autres sports certains jours. Et donc, j'en profitais dès que j'avais un peu de temps libre, j'allais voir les autres sports. Et notamment à Sydney. Alors là, tout était réuni dans un complexe olympique, ce qui faisait que je pouvais commenter un match de basket. Et alors, s'il n'y avait pas un autre match à commenter derrière, je pouvais quitter la salle et aller dans la salle à côté et voir du volleyball ou du handball. Ça, c'était génial. C'était un peu pareil à Rio, parce que la salle de judo était à côté de la salle de basket. Donc, j'ai vu les titres olympiques de Teddy Riner, un grand moment. Alors, en plus, je reviens à Sydney, donc j'avais vu beaucoup de volley féminin. J'ai trouvé que les filles étaient canons et ça jouait super bien au volley. Donc, j'ai trouvé une passion pour le volley féminin à Sydney. Et j'ai vu plein de sports, taekwondo. Et j'ai souvent regardé les matchs de hand. Parce que des fois, c'était donc c'était le cas à Rio, à Sydney. En plus, je suis devenu assez pote avec les Karabatic parce que avec mon équipe de Canal Plus de basket, on s'entraînait 2 fois par semaine à Coubertin et donc on côtoyait tout le temps les joueurs du PSG handball, les Karabatic et les autres stars de l'équipe de France de hand. Donc, j'avais envie d'aller voir leur match parce que je les connaissais personnellement et c'était des mecs sympas. Donc dès que j'avais du temps libre, j'allais voir un match de handball masculin ou féminin. En plus, l'équipe de France brillait chaque fois. Donc, c'était des quarts de finale, des demi-finales, des très gros matchs avec un enjeu colossal. Donc, on peut dire que je faisais partie des journalistes qui faisaient un énorme effort d'aller voir les autres sports dès que possible. Parce que je me suis dit, attends, je suis aux Jeux Olympiques, c'est la chance de ma vie et je ne veux pas passer à côté de ça, quoi. Donc souvent, j'ai préféré ne pas dormir que de me reposer
en allant voir d'autres sports et je ne le regrette pas. On va conclure ce podcast, Georges, avec 3 petites questions en mode ping-pong, un petit peu. Je lance la première. C'est si tu devais garder une seule image des jeux, basket ou hors basket, laquelle serait-elle? Oh, je pense qu'il faut dire le podium de Team USA à Badalone en 92. Parce que ça représente un tournant dans l'histoire du basket mondial grâce à cette Dream Team qui a écrasé tous ses adversaires avec Jordan en tête et le sourire et la camaraderie entre tous ces méga stars. Quelques-uns en fin de carrière comme Magic et Bird. Donc c'était pour les remercier pour leur carrière et pour leur influence sur le basket. Après, le fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'importance de la Dream Team dans l'histoire du basket mondial, je pense que si je dois choisir une image, ça va être celle-là, autant plus que c'était les premières juste pour Canal+, pour Georges Eddy. C'était la découverte d'un monde que je ne connaissais pas et d'un événement colossal. C'est franchement une des plus belles expériences de ma carrière. Mais bon, j'avoue que quand j'ai fait les championnats d'Europe et les Coupes du Monde, c'était un peu la même sensation. Tu es en train de commenter quelque chose de vraiment important et qui marque les téléspectateurs français. Pour ces Jeux Olympiques de Paris, Georges, qu'est-ce que tu attends de voir? Ben moi, je ne vais pas voir grand-chose parce que bon, on n'a plus les droits. Donc moi, je vais analyser les matchs des équipes de France sur Infosport Plus après les matchs par télétravail parce que je vais probablement rester dans le sud, dans ma maison et regarder les matchs et faire le travail par télétravail. Donc pour Europe 1, la même chose. Donc c'est comme ça que je vais avoir une mini présence sur ces Jeux olympiques et c'est déjà bien. En fait, on m'avait proposé d'être le speaker pour le tournoi 3-3 à la place de la Concorde. Et j'avais très envie de le faire parce que ça me permettait de faire partie de l'organisation olympique pour la première fois, de vivre ça de l'intérieur. Mais avec ma femme, on a décidé que faire une semaine en plein cagnard, fin juillet, 35 degrés, dehors, au soleil, et travailler entre 6 et 14 heures par jour, après mes problèmes cardiaques, c'était pas très sage. Donc, avec énormément de regrets, j'ai dit aux organisateurs olympiques que je ne pouvais pas accepter leur très gentille proposition. Donc je ne serai pas sur place. Tant pis, j'ai vieilli et j'ai plus la force de le faire. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas regarder le tournoi 3-3 et l'analyser sur Infosport Plus et Europe 1 avec beaucoup de passion et j'espère que nos équipes de France vont aller loin. C'est un nouveau sport, ça plaît beaucoup aux jeunes, c'est très dynamique. Et après, évidemment, le tournoi classique. J'espère que l'équipe de France ira loin. Tout est possible parce que avec l'équipe qu'on a, on peut être champion olympique comme on peut se planter lamentablement à l'image de ce qu'on a fait à la Coupe du Monde l'été dernier. Donc, tout est possible. Il y a trop d'équipes fortes maintenant dans le tournoi olympique grâce à l'arrivée de la Dream Team en 92. Maintenant, tous les adversaires sont du même niveau. L'Allemagne, Australie, Canada, Team USA, la Serbie, la Grèce. Ils sont tous capables de nous battre, mais on est capable de les battre aussi. Donc, à nous de tirer notre épingle du jeu. Alors justement, un petit pronostic pour la finale du tournoi masculin et du tournoi féminin? Oh bah, évidemment, je rêve de Team USA France en finale. Ça serait l'apothéose de ma carrière quelque part et aussi le début de l'époque Victor Wembanyama que je connais depuis qu'il a 14 ans. J'ai joué avec son père pendant 8 ans dans le championnat des anciens de Île-de-France. Je connais sa mère depuis 35 ans. Donc, j'ai l'impression de faire un peu partie de la famille. Et je suis Victor Wembanyama. J'ai presque vu tous ses matchs depuis que son père me l'a fait rencontrer quand il avait 14 ans.
tous ces matchs en équipe de France chaque été, tous ces matchs avec Nanterre. Je suis devenu le speaker à Nanterre pour suivre de près Victor, sa dernière saison là-bas. Tous ces matchs NBA, je regarde les highlights tous les matins. Si il peut démarrer sa carrière en équipe de France avec une médaille et il a largement la capacité pour le faire, ça serait génial. Une apothéose pour moi et le début des choses encore plus grandes pour lui et pour une génération autour de Koulibaly, Victor et bientôt Nolan Traoré. On a une équipe qui risque d'être encore plus forte que la génération Tony Parker. Et c'est beaucoup dire, ça. Et pour le tournoi féminin? Alors, pour le tournoi féminin, j'ai des grands espoirs aussi, parce que j'adore cette jeune génération autour de Marine Johannes, Marine Fotoux, et puis Rupert et les jeunes qui arrivent derrière. Je pense qu'on peut très bien être champion olympique, mais si on fait une finale déjà contre Team USA, qui est une sorte de ogre inatteignable depuis 20 ans, ça serait déjà fantastique d'une médaille d'argent et de jouer Team USA dans la finale. Donc, j'attends la même chose de l'équipe féminine. Bien, Georges, merci énormément pour le temps que tu as pris pour nous. C'était un vrai plaisir de t'avoir et d'avoir ta parole. C'était un plaisir de revivre tout ça avec vous. Là, c'est comme si ça a duré 2 minutes. Hein. C'était un plaisir pour moi aussi. Un vrai plaisir. Merci beaucoup, Georges. Merci, c'est très gentil. À bientôt. À très bientôt. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, d'abord, merci à vous. Et nous vous proposons maintenant de poursuivre l'expérience avec le livre écrit par l'équipe du basket rétro, l'histoire du basketball au JO, disponible dans toutes les bonnes librairies. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, de le partager et surtout profitez bien de vos Jeux Olympiques. À bientôt!